Alors pourquoi la décroissance? Il y a une première réponse évidente, c'est qu'il n'y a plus de croissance. Même ceux qui sont des amoureux de la croissance ne peuvent que constater qu'il n'y a plus de croissance et que la croissance est en panne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour nous, les décroissants, la croissance n'a jamais été la solution comme on l'entend toujours, elle est toujours le problème. Et donc pour nous, on retourne la phrase, si la croissance n'est pas la solution, alors c'est quel est le problème. Et du coup, le problème, la solution du problème, c'est la décroissance. Alors nous prenons le mot décroissance dans un sens très précis, quand même, qu'il faut, je crois, bien définir. La décroissance, c'est d'abord le constat que depuis maintenant 30, 40 ans, les niveaux de soutenabilité écologique, les plafonds, ont été très largement dépassés. Il y a 70 ans, nous aurions pu nous contenter de dire que nous étions des objecteurs de croissance, et dire il faut arrêter la croissance, halte à la croissance, ou adieu à la croissance. Mais les plafonds ont été dépassés. Donc la question qu'il faut assumer, et ça c'est une question politique, c'est qu'il faut repasser en dessous les plafonds. Ce retour sous les plafonds, c'est la décroissance. Alors, pour les partisans de la croissance, quand on repasse sous les plafonds, c'est la récession. Parce que c'est subi, parce que c'est imposé, comme toujours, aux plus faibles. Nous demandons de repasser sous les plafonds, non pas de façon subie, mais de façon démocratique. La décroissance, c'est retourner sous les plafonds de façon démocratique. C'est fondamental. Alors maintenant, effectivement, il y a, je dirais, une concurrence, en quelque sorte, avec le développement durable. Quelle est la différence entre le développement durable et la décroissance? Parce qu'il y a en commun, avec les écologistes qui défendent le développement durable, nous partageons souvent les constats, mais nous ne partageons pas forcément les solutions. Je vais le dire autrement, nous partageons les objectifs. Nous voudrions une planète qui respecte la nature. On peut dire que nos amis écologistes respectent ça comme nous. Mais il y a une différence. Nous avons le même objectif, mais nous n'avons pas le même, je vais le dire de façon un peu intellectuelle, fondement. C'est-à-dire que la justification ultime n'est pas exactement la même. Nous sommes dans une démarche de justification politique, fondamentalement, intimement sociale, car toute insoutenabilité écologique est payée au prix fort par les plus faibles. Et donc nous ne comprenons pas la différence entre la question écologique et la question sociale. Et ça, c'est une vraie différence avec le développement durable. Car aujourd'hui, faire durer le développement des inégalités, pas question. Notre vision de la décroissance, c'est-à-dire la vision du mouvement des objecteurs de croissance, c'est une vision politique. C'est une question qu'on nous pose souvent des sources de la décroissance. Quand on interroge les grandes figures de la décroissance, très souvent, on trouve deux sources qui sont habituellement mises en avant. La source culturaliste. La source culturaliste, c'est-à-dire, c'est la critique de la société de consommation. Il est absurde de vivre ainsi. On pense à des critiques de Jean Baudrillard, de Guy Debord. C'est une première source de la décroissance. Cette société de consommation est une société de frustration. Et une telle vie est absurde. Ça, c'est la première source. L'écologie a apporté une deuxième source à la décroissance, la source écologique. Il y a des limites naturelles. On ne peut pas dépasser les plafonds de soutenabilité. Il y a des problèmes de charge écologique. Ok, pas de problème. Nous sommes aussi ces écologistes-là qui critiquent, dans ces cas-là, je dirais plutôt la société de production. La source culturaliste va critiquer et dénoncer la société de consommation. La source écologique va dénoncer la dimension productiviste de la société. Nous sommes des anticonsuméristes, nous sommes des antiproductivistes. Mais il y a une troisième source. Et cette troisième source, c'est la source politique. Cette source politique, fondamentalement, un mouvement politique d'objecteurs de croissance, il se revendique. Alors là aussi, nous pouvons dire des noms au Guy Debord et au Jean Baudrillard de la critique de la société de consommation, au Ivan Illich et au Jacques Ellul de la critique écologique. Nous avons, nous aussi, des noms à apporter. C'est tout l'héritage des socialistes utopiques. Des socialistes depuis Owen, depuis Proudhon, où là nous avons, des précurseurs, des ancêtres dont nous avons à hériter. Et fondamentalement, quand nous lisons, quand nous étudions les socialistes utopiques, nous voyons quoi? Qu'ils avaient déjà une autre façon de faire de la politique. Non pas en préconisant la victoire dans les urnes, mais d'emblée en proposant une politique très concrète par des expérimentations minoritaires,
par des alternatives concrètes, par d'autres façons de faire l'école, d'autres façons de produire. Et c'est tout ce mouvement-là qui, au XIXe siècle, est à la source, à l'invention des notions de mutuelle, de coopérative et d'association. Et de ce point de vue-là, alors, on ne va pas opposer une source à une autre. Il faut combiner les trois sources. Mais il ne faut pas oublier, comme ont trop tendance à le faire quelques académiciens ou universitaires de la décroissance, de ne pas oublier la source politique, cet héritage du socialisme utopique et fondamentalement cet investissement dans les expérimentations minoritaires. Les AMAP, les CEL, pas simplement une fois par semaine aller chercher un panier à un AMAP, pas simplement payer ce panier avec une monnaie locale, mais s'investir dans la co-construction avec des gens qui sont peut-être pas aussi politisés que nous, de comment on fait une AMAP, comment on fait une monnaie locale, comment on construit une école alternative, comment on partage des jardins. Alors là, il y a une façon vraiment tout à fait originale et parfaitement enthousiasmante, et surtout qui a l'énorme avantage de confronter la théorie avec la pratique. D'accepter la production de concepts, de recevoir ce que peuvent nous dire les universitaires, mais de les confronter à la réalité, et puis de leur apporter aussi une théorie qui nous vient de notre pratique. Alors, nous avons un avis, je dirais, assez ironique là-dessus. Nous constatons que le capitalisme, qui est un système d'oppression, ne peut quand même fonctionner que parce qu'il fournit des fables, ce que Marx appelait des idéologies, fournit des fables. Il y a de nombreuses fables, la fable de la science, la fable du progrès, la fable de la technique, et plus récemment, une dernière fable, la fable de la dématérialisation. Alors, ces fables, au départ, elles peuvent sembler belles, et puis nous les testons à la réalité. Sur la fable de la dématérialisation, aujourd'hui, les calculs montrent que la soi-disant économie dématérialisée a en réalité au moins une empreinte écologique égale à l'économie matérialisée. Alors, c'est délocalisé, c'est caché, c'est externalisé, mais c'est exactement la même empreinte écologique. Chaque clic a son impact écologique. Ce n'est dématérialisé qu'en apparence, mais en réalité, on n'échappe pas à la contrainte matérielle. Donc, de ce point de vue-là, nous ne croyons pas à ces fables, et à chaque fois que le capitalisme nous rajoute une fable, nous rajoutons tout simplement nous-mêmes une critique de la nouvelle fable. Oui, on parle de trois axes. Plus exactement, la question, c'est la question de la simplicité volontaire et de la dimension individuelle qu'il peut y avoir dans la décroissance. Alors je crois qu'il y a là vraiment une réponse à faire en deux temps. Dans un premier temps, dire évidemment, il faut qu'il y ait de la simplicité volontaire, parce que ça correspond à une éthique, une morale personnelle, une morale de la conviction, qui va venir contrebalancer ce qu'on appelle la morale de la responsabilité. Dès que l'on commence à faire des propositions, on doit assumer nos responsabilités, mais il est très important d'avoir une dimension personnelle et individuelle. C'est une exigence de cohérence. Il me semble, et moi c'est ce qui me plaît dans la politique du côté de la décroissance, qu'il y a plus peut-être que dans d'autres mouvements, une exigence de cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Et pas simplement par une sorte de moralisme, mais parce que dans cette cohérence, on trouve l'énergie de pouvoir continuer. Parce que quand on est à ce point groupusculaire comme nous le sommes, quand à ce point nos discours ne passent pas dans les médias, il faut quand même que nous puissions continuer à nourrir notre enthousiasme politique. Et là, il se trouve dans la pratique personnelle de la simplicité. Ne pas avoir. Alors, il ne s'agit pas de dire ce qu'il faut faire, mais il s'agit le plus possible, individuellement, d'avoir des pratiques de désaccoutumance à la croissance. Je ne dis pas que plus personne ne doit avoir de portable, mais si l'un peut se passer de portable, qu'il se passe de portable. Si l'un peut se passer de montre, qu'il se passe de montre. Si l'un peut se passer, d'électricité, qu'il se passe d'électricité. On ne demande pas que tout le monde soit un pur abstrait vivant dans un vaisseau spatial déconnecté de la réalité. Mais il y a une véritable exigence de cohérence personnelle. Mais le deuxième côté, c'est de dire, ne croyons surtout pas que cette exigence de cohérence personnelle est suffisante. Elle est absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut absolument passer à des niveaux d'engagement associatif, collectif, dans des coopératives, dans des mutuelles, parce que là, on va sortir justement de ce qui fait la force du capitalisme,
son individualisme et son individualisme généralisé. Donc, oui à la simplicité volontaire, absolument nécessaire, mais surtout pas de péché de suffisance. Ce n'est pas suffisant. Faisons-le ensemble.